Nous allons poursuivre notre étude d'anthropologie philosophique. Nous partons avec un acquis, à savoir la définition de l'homme comme un animal raisonnable. Un zoon ekon logon, en grec, définition donnée par Aristote. Un zoon, plus précisément un vivant doté de logos, de raison, d'intelligence, au sens large. Ce qui fait que donc l'homme n'est pas un pur animal, et ce qui explique que la rupture anthropologique qui s'est effectuée et imposée, pour ainsi dire, au XXe siècle, fait de l'homme non plus un animal raisonnable, mais un être de désir. Un être de désir, un désir sans raison, finalement, et même sans objet. Nous l'avons vu. Mais nous allons voir aujourd'hui, et dans les séances qui suivent, les conséquences de cette rupture anthropologique. Et en particulier, en ce qui concerne la vocation humaine, plutôt disons la dimension politique de la vie humaine. On va parler de l'homo politicus, et dans un deuxième temps, si nous avons le temps, nous parlerons de l'homo religiosus. Déjà, Aristote, qui est donc le grand philosophe dont on ne peut ignorer la pensée et l'œuvre, pour Aristote, l'homme est naturellement social. Et nous allons étudier en premier lieu ce qui s'oppose à cette conception de l'homme comme étant doté d'une nature qui le définit, et qui le définit comme étant un animal raisonnable. Nous allons voir dans un premier temps ce qui s'oppose à cette doctrine, à savoir la doctrine de Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan, pour lequel l'homme n'a pas de nature. Il n'y a pas de nature humaine. L'homme est un citoyen, on le verra, qui doit se réaliser. La nature est remplacée par l'histoire. L'histoire d'un devenir, du devenir humain, finalement, qui précisément sera pour Hobbes le devenir citoyen. Commençons donc avec une considération générale, mais en partant d'une considération déjà d'un grand philosophe présocratique, ces philosophes que nous avons croisés en chemin, qui précèdent donc Socrate, et en particulier Empédocle, et pour qui l'amitié est ce qui amène tout à l'unité, et l'inimitié est ce qui disloque et dissocie ce que l'amitié a réuni. L'amitié, dira Aristote, est le fondement de la vie sociale, puisque plus précisément, le semblable aime naturellement son semblable. En parlant de l'amitié, comme de tout ce qui unit, et de l'inimitié, comme de tout ce qui divise, Empédocle, 5e siècle avant Jésus-Christ, se réfère à deux forces qui régissent le monde. Ou plutôt, il semble se référer à deux forces, mais en vérité, il s'agit d'une force unique, d'une force qui est une énergie, qui agit toujours, qui est la nature elle-même, une force qui unit, une force qui divise. Une même force, en ce sens que cette force est
la physis, en grec, la nature, qui agit en sens contraire, dans le sens de l'union, de ce qui unit, dans le sens de ce qui divise. Une même force qui prend donc deux directions opposées et qui s'alternent. Elle se succède aux différents âges du monde, en ce sens que le monde, pour les présocratiques, est composé d'éléments. La terre, l'air, le feu, l'eau, qui composent cet univers, cette fusie, cette nature, cet ensemble de tout ce qui apparaît sous le soleil, de tout ce qui est phénoménal. Le phénomène en grec signifie ce qui apparaît à la lumière, phos. Et donc, tout ce qui apparaît n'est autre chose que cette combinaison des éléments que, pour Empédocle, qui pour Empédocle s'unissent sous l'effet de cette nature, qui est une force unissante quand tous ces éléments sont séparés. Ces éléments sont séparés. Et cette force unit ces éléments quand ils sont séparés et les sépare quand ils sont unis. Mais ils demeurent toujours les mêmes. Donc le changement du monde naît de leur association ou de leur dissociation, de telle sorte qu'il y a un âge du monde qui est l'âge de la concorde, puis l'âge du monde qui est l'âge de la discorde, et qui se succèdent éternellement. De telle manière que le monde est un éternel recommencement de toutes choses. Cette idée, vous savez, a été reprise par Nietzsche, à sa façon. Bon, pourquoi cette allusion à la pensée d'Empédocle? Pour comprendre qu'il en va de même de la vie de la cité, de la police. Celle-ci est composée d'individus, d'éléments atomiques, puisque le mot individu signifie atome, c'est-à-dire indivisible. Ces éléments qui s'unissent et qui, en s'unissant, correspondent à une période de paix, de concorde, et qui se divisent et qui, en se divisant, créent cette période de la guerre, de la discorde. Ici, cependant, l'analogie avec la cosmologie évoquée rencontre ses limites, car les individus qui composent le tout social ne sont pas semblables aux éléments matériels, aux atomes, à l'air, à la terre, au feu, à l'eau. Ces éléments matériels qui constituent ce tout cosmique et qui ces atomes seraient comme des atomes, ces individus seraient comme des atomes interchangeables qui s'additionnent et se juxtaposent les uns aux autres, comme des grains de sable, qui sont les uns à côté des autres. Cependant, ces atomes humains, ces individus humains, sont des êtres rationnels qui communiquent par le logos d'intériorité à intériorité, de cœur à cœur. La différence qu'il y a entre un atome matériel et un atome humain doté de raison, c'est que la raison permet à ces atomes humains de pouvoir échanger, communiquer, non seulement se juxtaposant de l'extérieur les uns aux autres, mais de l'intérieur, à travers le logos, d'intériorité à intériorité. Ce qui fait que l'homme est un être doté de raison, c'est qu'il est capable, n'est-ce pas, de lire les choses à l'intérieur d'elle-même. Intus legere, l'intelligence, c'est ce qui permet de lire à l'intérieur des choses, et de pouvoir pénétrer la vérité humaine, comme on peut pénétrer aussi la vérité des choses. Donc l'individu humain est indivisible, comme son nom l'indique. Le mot individu vient de indivisible. Parce que, et c'est pour ça qu'on peut dire de cet individu humain qu'il est une personne,
une percée una, une par soi, si l'on veut, même si cette étymologie peut paraître fantaisiste, mais peu importe ici, nous ne restons jamais au niveau des mots, mais nous allons toujours à ce à quoi les mots renvoient, hein, au-delà des mots, au-delà du langage, à la réalité intime de l'être, de ce qui est. Donc, l'individu humain est indivisible, c'est une personne qui est en même temps capable de partager et de communier avec autrui, tout en restant lui-même. Et ça, c'est très intéressant de savoir que plusieurs personnes peuvent communier, partager, communiquer, sans cesser d'être elles-mêmes. Nous verrons que ceci est important quand nous aborderons la pensée déconstructrice d'un Jacques Derrida, par exemple, quand nous verrons ce qu'il dit de l'amitié. Pour Jacques Derrida, l'amitié est impossible, puisque il ne peut pas y avoir de la relation entre les êtres est une exclusion. Il n'y a pas de relation entre deux êtres, hein, mais une relation qui fait que quand on est avec l'un, l'autre doit disparaître. Bon, on verra ça. Hein. Donc là, la raison pour laquelle la question se pose, donc de savoir si la société est un agrégat d'individus atomiques, hein, ou si chaque personne individuelle porte en elle, de manière naturelle, une dimension sociale en raison de sa nature propre et commune en même temps à tous les hommes en tant qu'animal raisonnable. En d'autres termes, la société, la question se pose, résulte-t-elle d'un rassemblement artificiel, forcé, éphémère d'individus étrangers les uns aux autres, hein, ou est-elle déjà donnée et inscrite dans la nature humaine commune à tous les hommes, qui fait que l'homme peut se définir comme un animal social, hein, tel que le définit Aristote. Un zoon politikon. Hein. Les réponses apportées à ce questionnement sont de deux types totalement opposés. Il y a celle, comme je l'ai dit, d'Aristote, pour qui l'homme est un zoon politikon, un animal social, et il y a celle de Thomas Hobbes, pour qui l'homme est un loup pour l'homme, hein, homo homini lupus. L'enjeu du débat, si l'on peut parler d'un débat, en tout cas cette problématique, repose sur l'acceptation ou le refus de l'existence d'une nature humaine. Soit en effet l'homme agit en fonction de ce qu'il est, c'est-à-dire conformément à sa nature d'animal raisonnable à laquelle il ne peut pas échapper sans risquer de cesser d'être ce qu'il est. Soit il n'a pas de nature et il est livré donc au seul désir animal soumis à la loi du plus fort. Donc le désir l'emporte sur la raison, la force. Déraisonnable l'emporte sur la sagesse, si vous voulez. Donc c'est en fonction de ce que l'homme est en tant qu'homme que la société prendra un visage humain ou pas, selon que l'on respecte ce qu'est l'homme ou pas. Ce visage est-il appelé à s'effacer, à se dissoudre dans le grand tout social? La société n'est-elle qu'un désert et l'individu qu'un grain de sable, comme disait le philosophe Gustave Thibon? Ou est-ce que la société doit reconnaître qu'il y a une nature humaine à laquelle elle doit se conformer et que l'homme n'est pas une aventure, comme dit Albert Camus, qui serait soumis aux réalisations utopiques livrées à un pouvoir anonyme? Les réponses apportées à ces questions
sont de deux types totalement opposés. Elles ont donné lieu à deux traditions de pensée diversement représentées, je l'ai dit, donc celle d'Aristote qui a prévalu pendant des siècles, pour qui l'homme donc, est un animal social naturellement, et celle de Thomas Hobbes, pour qui l'homme est un loup pour l'homme. C'est ce que nous allons étudier. L'enjeu est de savoir si l'homme est naturellement social ou si la société n'est que l'œuvre artificielle d'un contrat mettant un terme à la peur née du désir animal qui déploie une force, voyez, aveugle et anonyme. Voyez. La paix est-elle le fruit de l'amitié du semblable pour son semblable, ou faut-il s'abandonner au polémos, à la guerre de l'homme contre l'homme, ce polémos, cette guerre dont Héraclite disait que la guerre, disait-il, est le polémos, disait-il, est le père de toute chose. De toute chose. Donc voilà pour la problématique que nous allons développer, à laquelle nous allons essayer de porter quelques lumières. Et commençons par l'étude justement de Thomas Hobbes, puisque c'est elle qui fera l'objet de notre remise en question. Alors, Thomas Hobbes est né à Malmesbury. Je n'ai pas de quoi écrire de toute façon. M-A-L-M-E-S-B-U-R-Y. Il est né à Malmesbury le 15 avril 1588. Donc on va essayer un peu de présenter déjà le personnage. Donc le 15 avril 1588. L'auteur du fameux ouvrage, on y reviendra, le Léviathan. Il est intéressant d'étudier le personnage pour voir précisément comment sa pensée s'identifie un peu à ce qu'il est aussi, quoi, à son expérience personnelle. Sa mère le mit au monde avant terme sous l'effroi que lui causa l'approche de l'invincible Armada, à l'époque de la guerre. En cette même année 1588, donc l'année de sa naissance, l'invincible Armada, la flotte affrétée par Philippe II d'Espagne pour conquérir l'Angleterre d'Élisabeth Ier, et qui essuya une écrasante défaite. C'est un épisode de la guerre anglo-espagnole qui a sévi de 1585 à 1604. À partir de ce jour, la vie de Thomas Hobbes va se dérouler sous le signe de la peur, dans un contexte de conflit permanent. Son œuvre en sera le reflet. Il assiste à la chute des Stuarts, au triomphe du terrible Cromwell. Il est secoué par le spectacle sanglant et quotidien de la guerre civile. Pendant 11 ans, il subit l'exil. En 1610, à Paris, il est horrifié de Ravaillac, condamné à l'écartèlement, la mort d'Henri IV, assassiné par Ravaillac. La peur et moi, écrit-il dans son autobiographie, sommes frères jumeaux. Marqué par la peur, il donne le nom d'un monstre effrayant et mythique à son œuvre majeure, le Léviathan, paru en 1651. Donc, Thomas Hobbes, éloquent, ingénieux, avait le don de la formule, savait mouler en termes précis et vigoureux ces expressions et recourir volontiers à la métaphore. La rigueur de son esprit logique et rationaliste, propre au XVIIe siècle, le jette dans des travaux forcenés. Et il se trompera sans démordre dans ses travaux scientifiques. Quand on a l'esprit forcené, où on se trompe, n'est-ce pas, sans retour, où
l'on a plus de souplesse pour revenir sur soi. Bon, peu importe ici. Alors, dès l'âge de 6 ans, il apprend le latin et le grec. Il poursuit ses études dans la prestigieuse université d'Oxford, où il sera écœuré par l'ambiance de grossièreté et de vulgarité qu'il y trouve. À la fin de ses études, il devient précepteur, puis il voyage et séjourne à Paris, où il rencontre les plus grandes intelligences de son temps, entre autres Descartes, qu'il rencontre par l'entreprise du père Mersenne. Les deux hommes n'étaient vraiment pas faits pour s'entendre, et ils ne s'entendirent pas. Hobbes entreprit même de réfuter l'auteur des Méditations métaphysiques. À 40 ans, il eut une grande illumination intellectuelle en lisant les éléments d'Euclide qui lui tombent par hasard entre les mains. Il découvre la géométrie. Cela au moment où Gassendi voulait restaurer la physique atomiste d'Épicure, où Galilée définit scientifiquement la nature du mouvement et où toute l'Europe cherche une explication mécaniste de l'univers, à savoir que le mouvement s'explique par le mouvement, c'est-à-dire que la mécanique remplace l'organique. On verra ça. Ce sont là des ingrédients d'une synthèse dont son génie va s'emparer pour y répondre. Le mouvement, précisément, en est la clé. Il est la seule réalité qui sert de support à ces choses dont nous disons à tort qu'elles sont des réalités, disent-ils. Tout est en mouvement. Le sentiment d'exister réellement est donc illusoire. On retrouve ici, vous vous souvenez, une problématique des présocratiques. Si tout change toujours, comme disait Platon, rien n'est jamais. Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui résiste à la dissolution, à la division? Justement, ce qui résiste à la division, c'est l'indivisible. C'est l'individu, c'est l'individu, c'est l'individu, c'est la substance, c'est la réalité personnelle. La personne résiste à la division. Bon, donc le sentiment d'exister, si tout est mouvement, est une illusion. L'homme n'est qu'un ensemble de forces qui s'opposent. Il est sans consistance personnelle, identifiable. Ce n'est qu'une pure énergie anonyme, une force, un désir, où il n'y a plus ici la raison qui vient ordonner, unifier, clarifier. C'est à vrai dire un être fictif. Seule existe la force en mouvement, cette énergie destructrice et inquiétante, parce que permanente. La philosophie politique de Hobbes sortira de cette conception du mouvement comme force qui se déploie comme une énergie aveugle. Ici, c'est ce qu'il faut bien retenir. L'homme n'est donc que le jouet de cette énergie, le jouet de cette menace. L'homme n'est que le jouet de cette énergie qui est une menace diffuse et obscure. Voilà, donc ici c'est plutôt la clarté qui nous menace, ici, avec le soleil.